Mais en attendant, nous allons passer, parce que là, c'est malheureusement, il manque de temps. On va passer à Philippe, qui va se poser des questions sur la géopolitique de la forteresse assiégée permanente aux États-Unis. Pourquoi ils sont tous parano, ces cons-là? Ouais, bah écoute, moi, je sais pas, mais en tout cas, la géopolitique, moi, je trouve ça fantastique. Alors désolé, j'ai pas trouvé mieux comme intro. Mais oui, un de mes héros, moi, c'est Jean-Christophe Victor. Donc, pas Cambadélis, c'est un Victor. Vous savez, c'était le type qui présentait le dessous des cartes. Alors, paix à son âme, parce que depuis, c'est une médiocre journaliste qui singe son travail, qui en gros répète ce que dit la Commission européenne, donc c'est pas très intéressant. Donc c'est une grosse perte parce qu'en 10 minutes, avec son émission, on captait plein d'éléments sur le monde bordélique qui nous entoure. Et notamment une chose fondamentale, pour comprendre 80% des conflits, il suffit de suivre les pipelines, donc gaz, pétrole, enfin bon, en gros schématiquement. Hein. Là où il y a des ressources, il y a des conflits. Et Joe Biden a annoncé lors de son élection que l'Amérique était de retour et prête à mener le monde. Donc je vais vous la faire en anglais, attention. America is back and ready to lead the world. Il aurait pu ajouter again, et là, on aurait un peu grincé des dents, si on pense au slogan de son prédécesseur, Make America Great Again. Parce que cette volonté manifeste de revenir au premier plan des affaires du monde, donc c'est-à-dire en gros se mêler de celle des autres, bah ça n'annonce rien de bien joyeux si on a un petit peu de mémoire. Coucou l'Irak et de nombreux autres. On va pas faire le déroulé de la guerre froide, mais bon, l'Irak, c'est quand même un exemple que je pense on a tous en tête. Donc en partant de ça, je voulais demander, est-ce que la peur de voir des Russes, des Chinois, des Iraniens derrière chaque coin de rue, derrière chaque résultat électoral, derrière, enfin bon, partout quoi, c'est pas l'aveu le plus criant du déclin des States sur l'échiquier mondial? Et est-ce que ce sentiment de forteresse assiégée, c'est partagé par l'Américain lambda, entre guillemets, ou est-ce que c'est juste cantonné à l'hystérie médiatique et politicienne? Alors, avant que Vincent réponde, moi je voudrais juste faire une petite parenthèse sur... Il faudrait une émission entière, il faudra même des cycles d'émissions entières à consacrer uniquement à ce qui s'est passé à partir de 2016, c'est-à-dire le Russiagate. Les élites démocrates américaines totalement obsédées par un prétendu complot russe qui aurait fait élire Trump et que Trump finalement serait une sorte d'agent russe. Un peu comme dans la série The Americans, où on aurait implanté une sorte de Trump et qu'on aurait fait réussir exprès. Enfin bon, on est entré dans des trucs, mais de débilité et de crétinerie absolue, qui ont traversé l'Atlantique. Moi, j'ai vu des Français qui étaient convaincus du Russiagate, etc. Et c'était assez spectaculaire. Il suffit d'écouter France Inter. Hein. Ah ouais, non mais oui, c'était repris par des éditorialistes, des gens, ça me fume à chaque fois, moi, les gens diplômés, des gens sérieux, comme on dit, les gens sérieux qui reprennent ce genre de, alors que bon, il y a quand même Trump n'a pas besoin de Poutine et Poutine n'a pas besoin de Trump. Et puis j'espère que si Poutine avait été assez compétent pour faire élire un président américain, il aurait choisi quelqu'un d'autre que Trump. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'à quelqu'un de plus efficace. En fait, la preuve ça ne fonctionne pas, c'est qu'on sait que ce complot ne fonctionne pas pour une raison très simple, c'est que Poutine est quelqu'un d'intelligent. Il n'aurait pas choisi Trump. Non, mais alors, voilà. le Russiagate, c'est super intéressant parce que c'est une survivance de la guerre froide. C'est une survivance de la guerre froide pour les démocrates. Et bon, bah voilà, les républicains, ils ont les terroristes musulmans et les démocrates, comme ils n'ont plus rien à prendre dans l'échiquier politique là-dessus, bon bah ils ressortent les vieux dossiers, la Russie. Bon, tout en sachant que, excuse-moi de t'interrompre, mais alors pour donner un ordre de différentiel de la construction de l'ennemi russe comme éternel grand Satan, budget de l'armée américaine 700 milliards de dollars, budget de l'armée russe 70 milliards de dollars. Alors, ça ne veut pas dire qu'on trouve que Vladimir Poutine est quelqu'un de très sympathique. Nous ne le pensons pas. Moi, je ne le pense pas, en tout cas. Mais faut voir dans quel ordre de différentiel on se trouve. Sachant que, alors maintenant, les démocrates ont eu leur Russiagate. Peut-être qu'avec Biden, les républicains auront leur Chinagate. C'est fort possible. C'est fort possible. De toute façon, il faut toujours trouver un moyen expliquer sa défaite sans se remettre en question, et deux, passer sous silence tous les problèmes derrière. Ce qui est intéressant en géopolitique américaine, alors moi c'est ce qui m'a fait m'accrocher à la politique américaine. C'était pas du tout la gauche. J'avais 13 ans, bon j'étais de gauche, mais
comme on est de gauche à cet âge-là, parce que tes parents le sont. Je le suis devenu par conviction ensuite. Ce qui m'a accroché aux États-Unis, c'est la géopolitique. C'est le 11 septembre, j'avais 11 ans, j'ai vu les tours tomber. C'est d'ailleurs ce jour-là, alors que j'ai une éducation d'un côté de ma famille un peu religieuse, que j'ai décidé que Dieu n'existait pas. Parce que voilà, quoi, la réalité te frappe de plein fouet. Et je me suis accroché à la géopolitique, par fascination avec l'armée au début, par empathie envers les mecs qui sont envoyés là-bas, et puis par empathie envers les civils qui crèvent de tout ça. Et s'il y a quelque chose qu'on peut dire sur la géopolitique américaine, c'est que c'est le sujet sur lequel il n'y a qu'un parti aux États-Unis. Il n'y a pas de différence entre les deux. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a des différences à peine planquées politiques, mais en termes d'agression extérieure, il n'y a qu'un seul parti. Il n'y a qu'un seul parti, et quand tu parles de forteresse assiégée, Philippe, ce qui est intéressant, c'est que moi je parlerais de forteresse assiégeante. Ça c'est la réalité, c'est qu'elle est assiégeante, mais elles se sont assiégées. Alors, elles se sont assiégées. C'est une bonne question que tu poses. Le sentiment des Américains dans la rue, entre guillemets, de l'Américain moyen. Je pense que les Américains ont commencé à revenir du mensonge de la guerre en Irak, et que donc, ils se sentent assiégés. Bien sûr, tu as toujours une partie de la population américaine que tu peux facilement terrorisé avec une bonne semaine de coverage médiatique sur l'Iran ou je sais pas quoi, mais ça marche moins bien. Je prends pour exemple Obama qui a voulu envoyer des troupes en Libye, et en une semaine, le monde entier, alors d'ailleurs même en dehors des frontières de l'Europe, s'est opposé à ça. Bon, alors finalement ils ont fait une campagne aérienne, ils ont détruit le pays quand même, mais ils n'ont pas envoyé de troupes. Je pense que l'Amérique a commencé à en revenir quand tu es dans une dette publique pareille qui justifie le fait de ne pas aider les gens, et qu'à côté de ça, tu montes les budgets de l'armée de 40 milliards tous les ans. Les gens commencent à le voir. Et que le fait que les gens qui crèvent de faim, c'est eux que tu vas chercher pour les enrôler et les envoyer en Irak. Exactement. Il y a des trucs intéressants, et ça c'est l'avènement d'Internet qui l'aide, mais tu vois souvent des vidéos qui d'ailleurs causent beaucoup de problèmes aux soldats qui les filment, de jeunes Américains qui ressemblent pas du tout à ce que tu vois dans les pubs américaines. Dans les pubs américaines, tu vois un gros mec qui fait 120 kilos, il a un fusil d'assaut, il est en train de défoncer un mur. Ils sont en cohésion, ils sont en unité, on est en train de te raconter que t'es là pour tes frères, machin. Tout ce qui sert dans le recrutement de l'armée habituellement, c'est-à-dire la création d'un narratif et de l'appartenance à un groupe qui n'existe pas dans la société américaine, puisqu'il n'y a pas de groupe dans la société américaine et que c'est une société individualiste. Puis à côté de ça, t'as les petites vidéos TikTok de gamins de 18 ans ou 20 ans qui sont dans leur baraquement, en train de se faire chier. Ils ont des boutons sur le visage, ils sortent à peine du lycée, et quelqu'un leur dit « T'es content d'être là ?» et ils disent « Non, pourquoi t'es là ?» Parce que j'ai envie de payer mes études plus tard. Pourquoi t'es là ? Parce que j'avais pas moyen de payer mes études. Pourquoi t'es là ? Parce que c'était mieux que McDo. Ça, on commence à le voir, et heureusement Internet aide à le voir. Bien entendu, c'est ce qu'on appelle une poverty draft. Il n'y a plus de draft, on te force plus à aller dans l'armée, mais la pauvreté te force à aller dans l'armée. Dans tout ça, bien entendu, il y a toute une branche de l'armée qui est très prestigieuse, l'armée américaine, les officiers, les forces spéciales, tous ces gens-là dans les forces spéciales, voilà, ils sont convaincus de ce qu'ils font, ils sont enrôlés pour ça. D'ailleurs, on pourra avoir une discussion très longue. Ils sont payés, ils sont bien payés. Ils sont bien payés, ils sont bien entraînés. Ces mecs-là sont entraînés, ils ont le meilleur entraînement au monde, donc forcément c'est plus facile de croire en ce que tu fais quand on accorde une valeur à ta vie. Et il y aurait une émission entière à faire sur les divergences politiques dans les unités de l'armée américaine, puisqu'il y a des unités qui sont plutôt qui votent plutôt, parce que heureusement on a des études sur ça, qui votent plutôt pas démocrate, mais establishment démocrate républicain. Il y a des unités qui sont pro-Trump, etc. Bon, tout ça, c'est un sujet vaste. Il y a des études là-dessus. Il y a des études là-dessus. Alors, il y a un truc. Alors, il y a un truc qui est magnifique aux États-Unis, c'est qu'il y a des études sur tout. C'est un truc qui aide à être passionné par la politique américaine. C'est que tu peux trouver des études sur tout, et c'est ce que. Alors, je sais pas si on sera d'accord là-dessus. Moi, c'est ce qui m'embête en France, c'est qu'il n'y a pas d'études sur tout. Dans le cas de la France, c'est peut-être vraiment mieux qu'il n'y ait pas d'études si tu penses aux statistiques ethniques et à pas tellement les statistiques ethniques, mais alors
la façon dont elles vont être immédiatement utilisées. C'est peut-être le problème, je sais Parce pas. que On va pas parler de ça parce que c'est trop long, en effet. C'est pas les études le problème, c'est qu'on sait comment c'est leur utilisation, oui, tomber. bien sûr. Bon, alors on va revenir, j'ai ouvert la parenthèse, mais j'aurais peut-être pas dû. On va revenir sur la géopolitique. Ouais, c'est moi aussi, pardon. Et ça commence aussi sur. Ça relie ce que tu disais au tout début. Est-ce que c'est un cadavre mourant, les États-Unis, ou est-ce que c'est une forteresse pourrissante et assiégeante? Ou est-ce que c'est simplement un pays qui n'aura plus les moyens d'être agressif comme il l'a été? Et tant mieux pour le monde entier, et c'est un pays qui va reprendre sa place politique générale. Ça, non. Clairement, j'aimais l'hypothèse, mais non. C'est pas le cas. La personne qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est Joe Biden. Il a vendu à son camp politique l'Irak. Il a été le vice-président d'Obama. Obama, il a passé sous silence ce qui a été fait sous Bush. Il faut savoir que Bush lance des programmes de torture et qu'Obama est élu sur l'espoir de les fermer et de condamner les gens qui l'avaient fait. Ah mais c'est vrai, il s'est fait élire sur la promesse de fermer Guantanamo. Bien sûr. Et ensuite, il fait une investigation Tout le monde l'avait oublié, ça. Voilà, et ensuite, il fait une investigation de plusieurs années, et puis, quand ça arrive au bout, il pardonne. Il pardonne pourquoi? Parce que l'argument habituel des élites, il ne faudrait surtout pas que la justice jette sa lumière sur cette vilaine cicatrice. Le pays ne pourra pas être soigné si on regarde vers le passé, il faut regarder vers le futur. Bien entendu, quand tu poursuis des pauvres, il n'y a pas de problème pour les cicatrices. Quand tu poursuis des riches, il faut surtout pas les montrer. C'est l'argument qui avait été utilisé pour Nixon. Et quand il avait été pardonné, il faut le pardonner, il faut qu'on se soigne tous ensemble. Et au final, tout ça, c'est ça l'argument permet de la République fédérale d'Allemagne pour ne pas finir la dénazification aussi. C'est ça, c'est l'argument que les républicains utilisent maintenant. C'est une vilaine cicatrice, oublions Trump. C'est l'argument de la France pour ne pas rouvrir les dossiers de la guerre d'Algérie. Exactement. Et ça, c'est un argument qui est toujours utilisé du côté des puissants. Voilà. La justice, quand elle met un mot sur... la justice, quand elle met lumière sur un violeur pauvre, un serial killer, tout ce que tu veux, de l'escroquerie, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème, c'est magnifique et ça nous fait avancer, mais non, les vilaines cicatrices pour le futur et pour l'unité de la nation, c'est mauvais. Donc l'Amérique n'est pas du tout soignée des années Bush. Absolument pas, puisqu'en fait Obama les a étendues. Je te rappelle qu'il y a eu 1850 ou 1800 drone strike d'Obama sous son... Enfin, c'est pas possible, il est noir. Alors ça, c'est un truc très intéressant. C'est un mème que j'aime bien, qui est très cruel malheureusement, mais qui avec l'avion démocrate qui... Voilà, exactement. T'as un drone dans le ciel, t'as deux Afghans qui sont au sol. Bon, ça a l'air d'être des Afghans. Il y a une femme qui a un voile, il y a des montagnes, etc. Ça pourrait être le Pakistan d'ailleurs. Hein, et le mari dit ah mais je sais pas si tu sais, donc il y a un drone qui est au-dessus. Ils ont la main sur la tête, ils sont en train de prendre couverture derrière un caillou ou je sais pas quoi, mais je sais pas si tu sais, mais ils sont en train de nous raconter que la prochaine bombe sera jetée par une femme trans-démocrate, et il y a la femme à côté qui dit avec ça on a vraiment l'impression de faire partie de l'histoire. et c'est terriblement cruel, mais ça représente ce qu'est l'Amérique et le parti unique que c'est. Obama, il a étendu les drone strikes. Je pense qu'il a tué son premier civil 2 jours après avoir été inauguré. Et il est allé beaucoup plus loin que Bush, parce que Bush se refusait. Alors, je dis pas que Bush il le faisait pas par bonté de cœur, hein, mais légalement, Bush pensait qu'il n'avait pas le droit de tuer un citoyen américain sans procès, et que ça aurait des conséquences politiques trop graves. Et donc, l'administration Bush n'a jamais balancé une bombe d'un drone sur un citoyen américain, même terroriste, même converti au terrorisme, dans un territoire extérieur. Obama l'a fait. Donc on n'a pas grand-chose à attendre de l'administration Biden en termes de... On va peut-être se calmer en bombardant les pas comme nous.